Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique. Et cette semaine, Jean-Yves Le Gallou est absent, mais j'ai le plaisir de présenter cette émission avec Michel Geoffroy, co-auteur avec Jean-Yves Le Gallou du dictionnaire de 9 langues et entre autres auteur de la superclasse mondiale contre les peuples. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, l'image de la semaine sera celle de l'émouvant hommage rendu à Avignon aux policiers tués. Nous analyserons ensuite cet incroyable mouvement de révolte des militaires, gendarmes et policiers contre l'omerta politico-médiatique sur l'état désastreux de la France. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Puis nous conclurons cette émission en nous intéressant au silence médiatique sur la poursuite par Emmanuel Macron de la déconstruction des institutions françaises. Immédiat numéro 348, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Michel, c'est celle de l'hommage à Avignon pour Éric Masson, ce policier tué récemment. Oui, alors ce sont des images fortes. Hein. C'est un hommage où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de recueillement. Il y a beaucoup de dignité, beaucoup de silence. Hein. Ça tranche d'ailleurs avec les hommages officiels, hein, où là, il n'y a pas d'uniforme de préfet, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de discours de ministre, ça sera pour plus tard. Et il y a aussi, c'est un hommage populaire. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de monde, hein, il y a plusieurs milliers de personnes. Alors c'est une image forte, à la fois parce que c'est un hommage, mais c'est aussi un message hein, qui est envoyé à l'évidence aux institutions, au pouvoir politique. Le message, c'est « ça suffit ouais. ». Ça suffit. Et donc, c'est très fort. Et ça suffit, c'est un petit peu ce que dit aussi Charlotte Dornelas sur CNews. L'hommage, il est important et il est important à chaque fois. Après, c'est vrai qu'on a tous un peu un sentiment de répétition de plus en plus rapproché de ces hommages et un sentiment d'impuissance qui va avec. Quotidiennement, on a des attaques de plus en plus violentes au sein de la société et envers les forces de l'ordre, c'est deux choses différentes. C'est assez logique, malheureusement, que l'évolution de la violence se fasse partout et de manière assez générale dans la société. Mais s'attaquer à une personne dans la rue et tirer de sang-froid sur un policier, c'est encore un cran au-dessus. Normalement, nous tous, on a encore plus peur de s'attaquer à un policier parce que, normalement, les peines sont encore plus sévères. Oui, Charlotte Dornelas a toujours, comme d'habitude, les mots justes. C'est effectivement un crime de plus, mais je rappelle quand même quelques chiffres officiels. Depuis 2017, la France est le premier pays de l'Union européenne pour le nombre d'homicides. C'est le premier pays de l'Union européenne pour le nombre d'attentats, pour le nombre de victimes d'attentats. Je rappelle qu'en 2020, le nombre d'agressions contre les élus locaux a augmenté de 200%. Le nombre de blessés et d'actes contre les policiers a doublé, hein, quasiment depuis 15 ans. Enfin, ce sont des données officielles. Hein, donc voilà, nous sommes dans ce pays-là, hein, qui est quand même vraiment un exemple d'explosion de l'insécurité et de la violence dans notre pays. Alors pour certains médias, vos chiffres n'ont pas l'air d'être parvenus aux salles de rédaction. Je pense notamment à France Info, qui a donné la parole à Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS. Ah oui. Le titre, « Le risque pour un policier d'être tué est 2 fois inférieur à ce qu'il était il y a 30 ans ».
Mais ça fait 40 ans qu'on nous dit les mêmes choses. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'insécurité, mais il y a un sentiment d'insécurité. Ouais. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il n'y a absolument pas d'augmentation de l'immigration, pas du tout. Il y en a, comme d'habitude, autant que dans les années 50. Là, c'est le mensonge permanent, c'est le mensonge avec des statistiques. Alors c'est un chercheur, c'est un chercheur du CNRS. Je ne sais pas si c'est un trouveur, mais en tout cas, c'est un chercheur. Le Monde qui titre sur cette affaire, meurtre d'un policier à Avignon, l'étincelle qui a embrasé une institution fragilisée. Que dire de ce titre ? C'est très bien. Alors, ce titre, ça me fait penser à ce qu'écrivait un journaliste il y a longtemps, dans les années 80, qui s'appelait Michel Legris, qui avait fait un livre contre le journal Le Monde, qui s'appelait Le Monde tel qu'il est, et qui avait dit, notamment, Le Monde, c'est une tromperie sur le langage et par le langage. Voilà un bel exemple. C'est une étincelle ? Non, c'est un crime, c'est un meurtre. C'est pas une étincelle, c'est quand même, il y a mort d'homme. Bon. Deuxièmement, il nous dit, c'est une institution qui est fragilisée. Attendez, c'est pas la police qui est fragilisée, c'est l'ensemble des pouvoirs publics, c'est la justice qui est en cause. Je veux dire, là, on est en train de nous expliquer que finalement, c'est un problème de policiers, quoi. C'est voilà, très bien. Puis c'est pas l'institution qui est embrasée, c'est notre pays. Ouais. La sécurité, maintenant, c'est pas uniquement les zones urbaines, c'est pas uniquement certaines banlieues. C'est même le milieu rural. L'insécurité explose dans le milieu rural. C'est pas uniquement les policiers visés d'ailleurs. C'est pas uniquement les policiers. Il y a les pompiers. Les médecins même dans certaines zones. Les médecins. Il y a plein de monde qui est aujourd'hui victime de ce climat délétère et de ces actes violents. Donc, vous voyez, là, c'est un titre qui n'est pas très bon. Devenant du monde, c'est habituel. Qui est par contre tout à fait, sans doute, recommandé dans les écoles de journalisme. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les policiers sont mobilisés. Il y a eu un rassemblement de nuit près des Champs-Élysées. Et puis, Michel, il y a eu cette tribune, une nouvelle du syndicat France Police, une tribune très forte qui déclare « Le temps des belles cérémonies d'hommage est révolu. Ce n'est pas avec des larmes qu'on mène une guerre. Le police bashing permanent orchestré par les médias et les people entrave considérablement notre action. » Il parle de boucler les territoires perdus de la République avec des checkpoints ou encore de s'inspirer du modèle de lutte contre la délinquance du président brésilien et du président philippin. Oui, ça c'est quand même très révélateur. On va le voir au cours de l'émission. La parole se libère sur un certain nombre de sujets. Alors, ce qui me paraît frappant, là, c'est une tribune syndicale, qui est dans la suite d'ailleurs des tribunes des officiers généraux qu'on verra tout à l'heure. Ce qui est quand même frappant, d'abord, c'est le silence assourdissant de la hiérarchie policière. Il ne dit pas grand-chose. Alors, il y a le syndicat des commissaires qui a commencé à dire quelque chose. Oui, depuis quelques semaines, il se réveille un petit peu quand même. Mais bon, c'est une revendication avant tout portée par les syndicats, par les personnels. Alors, c'est un changement de paradigme non négligeable, parce que pendant longtemps, le discours syndical, c'était de dire on n'a pas de moyens. C'est un discours classique. S'il y a des problèmes, c'est qu'on n'a pas de moyens. Là, quand on voit la tribune, en fait, on aborde d'autres questions, beaucoup plus profondes. On va au fond du problème. Donc là aussi, c'est une évolution sémantique, mais aussi très symbolique. Les discours, et puis la phrase, moi, à mon avis, qui tue, c'est celle de dire le temps des belles cérémonies d'hommage est révolu. Le temps est révolu, maintenant on veut des actes. Le temps est à l'action et c'est bien le temps pour nous de passer au deuxième sujet de cette émission, au premier sujet, délitement militaire et policier brise l'omerta. Nous avions évoqué dans le précédent immédiat la première tribune des militaires, la tribune des généraux. Michel, est-ce que vous pouvez revenir sur l'historique, puisque après cette tribune, il y en a eu d'autres. Oui, l'histoire va vite là en ce moment. Alors, rappelons, la première tribune a été mise en ligne sur le site Place d'Armes le 14 avril. Elle a ensuite été reprise par Valeurs Actuelles. Elle a été reprise par Valeurs Actuelles le 21 avril. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 26 000 signataires de cette tribune. Il y a eu aussi ensuite une lettre adressée par des officiers du cercle interarmé, notamment adressée aux parlementaires.
qui traite aussi du même sujet, qui met plus l'accent sur les propositions, mais enfin qui traite le sujet. Après, il y a eu une deuxième tribune qui est parue dans Valeurs Actuelles. Toujours Valeurs Actuelles. Qui est parue le 9 mai, et qui a la particularité d'être ouverte aussi à la signature du public. C'est une lettre d'officier d'active voilà. anonyme. Alors, c'est ça la différence, c'est que la première lettre, c'était des officiers du cadre de réserve ou des retraités. La deuxième, ce sont des gens d'active. Donc, ça dénote. Et il y a aujourd'hui à peu près un peu plus de 130 000 signatures déjà qui sont recensées. Et après est arrivé donc, le 10 mai la pétition qu'on évoquait tout à l'heure là, des syndicats de policiers. Il y a aujourd'hui sur le site de Place d'Armes, il y a d'autres lettres. Il y a en particulier la lettre du capitaine Juvin Brunet, qui est aussi une lettre assez forte puisqu'il met en cause le communautarisme au sein des armées françaises. Et puis maintenant, nous en sommes... Alors, il y aura peut-être d'autres lettres, mais maintenant, il y a en plus des pétitions de soutien qui commencent à être mises en ligne dans la population. C'est massif, quoi. Donc il y a un phénomène quand même d'expansion. Je veux dire, on a dépassé le stade du carteron de généraux en retraite qu'évoquaient certains ou certaines. On est quand même dans un phénomène qui, personnellement, me paraît un phénomène très important. C'est un phénomène politique. Et ce qui est frappant aussi, c'est que ces initiatives ont été prises clairement en dépit de ce que racontent certains, en dehors du cadre des partis institutionnels. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. C'est un vrai mouvement populaire. C'est la France réelle qui parle. Et alors, c'est peut-être cela qui fait peur aux médias, puisqu'il y a eu des réactions plutôt négatives à ces tribunes-là, pour une litote. Vous avez, par exemple, Michel, noté l'emploi d'un certain vocabulaire par Le Parisien et Marianne. Ah oui, alors là, je rappelle que les médias mainstream, c'est pas un contre-pouvoir, c'est le levier du pouvoir. Donc, rappelez-vous, lors de la deuxième tribune, on s'est mis tout de suite à dire « Ah là là, mais ils sont pas courageux, ils manquent de courage. C'est une tribune, ils donnent pas leur nom. » Donc c'est une lettre anonyme. Et alors, le terme va réapparaître comme par hasard dans Le Parisien, dans Marianne, etc. On a même utilisé le terme de brûlot pour le premier texte. Quand on lit ce texte, c'est un texte fort, mais on ne peut pas qualifier ce texte de brûlot. Je veux dire, c'est un texte fort, mais ce n'est pas un texte agressif, polémique, qui insulte les gens. Non, pas du tout. C'est un texte fort. Mais bon, donc on voit bien une tentative classique de dévalorisation, de diabolisation. Alors on va voir un autre rôle des médias, outre la diabolisation, c'est un peu le soutien au pouvoir. On va le voir avec cette vidéo dont les commentaires sont vraiment hallucinants. Il s'agit d'une vidéo de BFM TV, on est en direct le 8 mai, avant donc la parution de la deuxième tribune des militaires d'active. C'est important de le noter pour bien comprendre les commentaires et bien comprendre à quel point ils sont ridicules. On va regarder la vidéo tout de suite. Vraiment une volonté de cette image de cohésion entre les militaires et le chef des armées, le chef de l'État. Donc, sans doute pour essayer de mettre un terme à toute cette polémique qui... Elle est forte cette image, hein. Oui, parce que est totalement inhabituelle. C'est la première fois qu'on dans les cérémonies précédentes du 8 mai, il y a eu ce type de scène. C'est tout à fait... On voit très bien le signe politique et symbolique qui est donné là. Je veux dire, c'est une évidence qu'il s'agit de réagir à ce qu'une minorité de militaires ont voulu faire penser. Et je pense que pour c'est un message pour l'opinion surtout. Pour l'opinion, mais pour l'institution militaire aussi, de réaffirmer son unité et son lien avec le pouvoir politique. Et ceux qui filment cette cérémonie ont parfaitement compris l'importance de cette symbolique, parce qu'évidemment, cette plongée est juste au-dessus de ce cercle. Le chef de l'État, avec ses chefs d'état-major autour de lui, bien sûr, est particulièrement éclairante. C'est l'active, c'est là où est l'active. Voilà. Ceux qui ont signé cette tribune ne font pas partie de l'armée. Voilà où se situe le pouvoir auprès des militaires d'active autour du chef des armées. C'est ça la symbolique de cette image. Envoyée en tout cas. C'est le premier cercle. Le premier cercle, voilà. Écoutez, oui, c'est une très belle photo de propagande. C'est une plongée. Nous sommes en Corée du Nord. Le dictateur coréen aime bien se faire photographier avec des militaires. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces images. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est qu'il n'y a personne. C'est une célébration de la victoire où il n'y a personne. Le peuple n'est pas là.
Ouais. Le peuple n'est pas là, on voit Macron tout seul avec des officiels. Alors, on vous répondra que c'est pour cause de Covid. Oui, bien sûr. Enfin, je conseille aux internautes d'aller regarder la cérémonie du 9 mai à Moscou, qui a une toute autre allure. Là, le président russe, il n'est pas tout seul, à l'évidence. Ouais, il est plutôt acclamé. Et en plus, il est acclamé, même s'il y a le Covid et même s'il y a des gens qui ont des masques. Ouais. Bon, donc, ok. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est, vous avez écouté ce que disent les gens. Il faut faire cesser la polémique. Ces gens-là ne sont pas des militaires, n'est-ce pas? On est dans le déni le plus total. Pourquoi? Parce que les médias sont complètement pris à contre-pied. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on n'arrêtait pas de nous susurrer qu'il allait y avoir un virage sécuritaire dans le quinquennat Macron. Vous allez voir, c'est lui qui allait maintenant ramener la sécurité. Manque de chance, il y a eu l'attentat de Rambouillet, il y a eu l'assassinat du policier à Avignon. Le climat va complètement à l'encontre du discours lénifiant du pouvoir et des manipulations médiatiques qu'il y avait autour. Ce qui est frappant, c'est que le cri d'alarme aujourd'hui, il vient de ceux auxquels on ne pensait pas fondamentalement. Il vient des armées, d'un certain nombre de responsables dans les armées. Bon. Donc l'autre élément, je rappelle, c'est que ces tribunes ne sont pas restées, comme ont l'air de dire les médias, dans un petit cercle d'individus limités. Il y a plus de 3 millions de vues sur le site Place d'Armes. Et donc c'est un événement important. C'est un événement, je dirais qu'on assiste au déconfinement de la parole, là. C'est le déconfinement de la parole sur les questions de sécurité. Et c'est ça qui ne plaît pas, évidemment. Je citerai simplement George Orwell. George Orwell disait, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Eh bien là, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui disent la vérité. Et la vérité semble faire peur à oui, Gérald... La vérité, ça ne plaît pas. Non, ça ne plaît pas. Et Gérald Darmanin, je peux vous dire que face à Jean-Jacques Bourdin, il était très sévère à l'encontre des militaires. Il s'agit de gens anonymes. C'est ça le courage, d'être anonyme, monsieur Bourdin? Ce sont des militaires d'active. Attendez. Peuvent-ils ne pas l'être? Ben oui, quand on veut faire de la politique, on se présente aux élections. Mais c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais pas content de ce qui se passait. Je me suis présenté aux élections. Et en démocratie, n'en déplaise à certains militaires, c'est les gens qui décident. Quelle drôle de société courageuse que celle qui donne la parole à des anonymes. On se croirait sur les réseaux sociaux, monsieur Bourdin. C'est ça le courage? D'être anonyme? Donc, arrêtons les tergiversations politiques. Manifestement, c'est à quelques semaines du premier tour des élections régionales et à quelques mois du premier tour de la présidentielle, une grossière manœuvre d'impression qu'il y aurait ici des radicaux qui pourraient aider le Front National à gagner les élections. Quand on est militaire, on ne fait pas ce genre de choses en cachette à la petite semaine. Bon, monsieur Darmanin, là, c'est un combo. En quelques mots, c'est tout le salmigondi. D'ailleurs, monsieur Darmanin, il a quand même une conception de la démocratie intéressante. Parce qu'il a quand même déclaré « En démocratie, n'en déplaise à certains militaires, suivez mon regard, c'est les gens qui décident entre Dupont et Duchemol. » Voilà ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. C'est pas très glorieux pour la démocratie. Ça, la démocratie, c'est Dupont et Duchemol. Ah, bravo. Bah non, la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Puis la démocratie, c'est aussi de dire la vérité. Si on ne peut pas dire la vérité, si on ne peut pas débattre, il n'y a pas de démocratie possible. Bon. Et comme l'a d'ailleurs, à juste titre, fait remarquer au début Jean-Jacques Bourdin, on ne peut pas tout à la fois dire « si vous parlez, je vous sanctionne » et puis dire « ah bah attendez, là, vous signez pas, vous donnez pas votre nom, alors c'est pas juste ». On veut dire, tout ça est grotesque. Franchement, voir Darmanin parler de courage face à des militaires qui, pour beaucoup, ont connu le feu, voilà, lui, c'est quand même audacieux. Quand on voit Darmanin, Il me semble que le courage n'est pas la vertu cardinale de nos politiques aujourd'hui. Vous êtes très prudent en déclarant ceci, parce que vous pourriez être plus virulent. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas été virulent, c'est Jean-Jacques Bourdin qui... du bout des lèvres, le reprend un petit peu, mais pour elle, là, il tient vraiment des propos outranciers à l'encontre des militaires. Il pourrait le reprendre. Bien sûr. Enfin bon, ça c'est... autre personnalité politique qui a tenu des propos outranciers, Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé de factieux. Oui,
Là, comme d'habitude, l'extrême gauche vient au secours de la Macronie. On l'a vu lors des Gilets jaunes. Je pense qu'on le reverra en 2022. Ouais. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Des factieux. Ouais. Quand on lit la première lettre, c'est tout sauf une lettre de factieux. Exactement. Alors la seule chose, c'est qu'effectivement, certains ont trouvé que c'était proche du putsch des généraux. Oui, au niveau de la date de publication, mais c'est n'importe quoi. Bref, il y a 365 jours par an, il y a une chance effectivement qu'il se passe des choses. Bon, donc c'est pas... Mais c'est révélateur, n'est-ce pas? En plus, l'extrême gauche, derrière, elle ressort le vieil antimilitarisme propre à l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon qui avait sorti un ouvrage, Qu'ils s'en aillent tous, vite la révolution citoyenne. Donc on pourrait lui aussi l'accuser d'être un factieux, tout simplement. Oui, mais non, il y a les bons et les mauvais factieux. Exactement. Alors, pour conclure ce sujet, une question, est-ce le début d'une prise de conscience générale? Pour commencer à répondre à cette question, on va écouter Charlotte Dornelas. Je crois que ça révèle une exaspération que le gouvernement, en l'occurrence dans l'affaire de la première tribune, l'affaire, ouvrez les guillemets, de la première tribune, que le gouvernement n'a pas compris. On a un gouvernement qui a surjoué le fantasme d'une intervention militaire qui n'était absolument pas écrite dans ces lignes-là et sous-estimé dans ses propos l'exaspération à la fois des militaires, et là du coup des militaires d'actifs qui réagissent aussi par rapport à cette réaction, et de manière générale des Français, parce que souvenez-vous, le plébiscite massif des Français au lendemain de la publication de cette tribune. Oui, Charlotte Dornelas a raison. D'ailleurs, je conseille à nos auditeurs de regarder l'émission Zoom de TV Liberté où on interviewe Monsieur Fabre Bernadac, qui explique bien comment la mauvaise réaction du pouvoir à la première lettre a provoqué la seconde, en fait. Le mépris, quoi. Voilà. C'est normal. Vis-à-vis des militaires, le pouvoir est en train de faire exactement ce qu'il a fait vis-à-vis des Gilets jaunes, c'est-à-dire diabolisation, dire n'importe quoi, s'attaquer aux signataires alors que ce qui compte, c'est ce qu'ils ont écrit, beaucoup plus que les personnes. Et puis d'autre part, la répression. Donc ça, c'est classique. Nous sommes tout à fait dans la logique macronienne. Celui qui dit des choses qui déplaisent, on doit le sanctionner. Bon, alors je crois qu'au contraire, ces mesures ont eu un effet, à l'évidence, contre-productif, puisque comme le dit bien Charlotte Dornelas, c'est en écho avec ce que ressentent les Français aujourd'hui. Et d'ailleurs, les sondages ont montré qu'une majorité de Français soutenaient ce qui était écrit dans la première lettre ouverte. Donc, c'est une stratégie qui est absurde, et les digues sont en train de se détruire. C'est-à-dire que la réalité est plus forte que l'idéologie. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'insécurité, mais qu'il y a un sentiment d'insécurité. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il n'y a aucun lien entre l'immigration, le terrorisme et l'islamisme. L'actualité, tous les jours, a tendance à démentir ces belles paroles. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, c'est pour ça que je pense que nous vivons un événement qui va avoir des conséquences politiques. Monsieur Darmanin n'a pas totalement tort quand il dit « Ah oui, c'est politique et les militaires doivent faire de politique ». Hélas, la politique, c'est des enjeux de société, tout est politique. Mais puis attendez, fondamentalement, la question de la sécurité publique, c'est un élément fondamental de l'État et du pouvoir de l'État. Si l'État n'est plus qu'un État qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des citoyens, c'est pas un État qui fonctionne mal, c'est un État qui devient illégitime. C'est ça qu'il faut voir. Donc là, on a des gens qui se prennent conscience du réel, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et puis vous allez voir, il y a des politiques qui commencent à dire des choses. Écoutez, même Madame Pécresse dit qu'il se peut qu'il y ait quand même un lien entre le terrorisme et l'immigration récente. C'est avec des pincettes, mais c'est déjà ça. Enfin, attendez, ça aurait été inimaginable qu'elle dise ça il y a 10 ans. Donc on voit bien que les paroles sont en train de se libérer. On a également Michel Barnier, je crois. Oui, Michel Barnier, lui qui va encore plus loin, qui parle d'un moratoire, et il reprend ce que proposait Bruno Maigret. À l'époque, vous voyez. Donc on en est là quand même. On voit bien que... Alors c'est vrai que la perspective des élections doit pousser certains politiques à retrouver le sens des réalités. C'est classique, ça. Mais je pense que, et ça explique la panique médiatique autour de ces sujets, c'est que les vieux slogans ne fonctionnent plus aujourd'hui. La propagande fonctionne de moins en moins. Et décrypter cette propagande, c'est le bout du média. On continuera évidemment. On va passer à la revue de presse.
Pour commencer cette revue de presse, direction le Royaume-Uni, Michel, où la BBC fait pire que le service public français, presque. Non mais attendez, ça va venir. Oui, ça va venir, avec une émission diffusée qui apprendra aux enfants que les Britanniques étaient noirs avant que ces îles ne soient britanniques. Oui, alors c'est peut-être de l'humour britannique, c'est peut-être de l'humour. Alors il s'appuie sur le fait qu'il y ait certaines légions romaines qui auraient stationné mais tout ça est très hypothétique. Bon, d'accord. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites, qui montrent en fait une très grande continuité génétique, au contraire, du peuple britannique. C'est un détail pour la BBC. Et donc on va voir, en France, on risque d'avoir ça dans les années qui viennent, malheureusement. Ça c'est sûr. Autre actualité médiatique et politique, cette affiche qui fait le buzz, comme on dit, qui crée l'émoi. Avec cette affiche donc, de campagne pour La République En Marche, avec une femme voilée sur cette affiche, Sarah Zemaï, avec Jordan Bardella qui a interpellé La République En Marche, Stanislas Guérini qui lui a répondu en déclarant que les valeurs portées par La République En Marche ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux. Donc voilà, ce qui a créé au passage un peu une fracture dans le parti. Et les médias qui en parlent, comme Le Parisien. Oui, écoutez, ça tombe mal. C'est pas, la majorité, entre guillemets, parce qu'en fait elle n'est pas majoritaire, mais bon, peu importe, qui soutient un gouvernement qui déclare lutter contre le séparatisme islamique et qui trouve le moyen de mettre sur une affiche électorale, pour des raisons d'électoralisme basique, une femme voilée. Je veux dire, on est en pleine contradiction permanente. Ça doit être en même temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Le Parisien, quand dans leur article sur cette personne-là, ils ne disent pas l'essentiel, à savoir que c'est une militante islamiste. Ah oui, mais quand on est à LRM, on n'est pas islamiste. Oui, mais là encore, c'est le réel qui vient. Mais Le Parisien n'est pas au courant, a priori. Enfin bon, les médias, c'est pas nouveau qu'ils ferment les yeux sur l'islamisme. Autre actualité médiatique, cet article dans Libération, surtitré « Vieille tradition, percer les oreilles des petites filles, une pratique d'un autre âge ». De plus en plus contesté selon Libération, il s'agirait d'un marqueur de genre avec une absence de consentement et une absence de respect de l'intégrité du corps de l'enfant. Oui, là, c'est vraiment l'exemple de la narco-tyrannie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la fessée. Il ne faut pas percer les oreilles, c'est horrible. Mais alors, faire de la propagande pour les transgenres, là, c'est très bien. Je dois dire que ces articles, ces reportages me mettent mal à l'aise. C'est odieux. C'est odieux. On utilise les enfants pour faire de la propagande pour les transgenres, mais c'est digne des pires régimes totalitaires. Ça, c'est affreux. C'est affreux. Les enfants sont pas libres, ils sont manipulés. C'est abominable. C'est abominable. Et on voit donc le deux mais poids, ce sont des progressistes, ce sont des progressistes, mais bien sûr. Enfin, ce qui est assez incroyable, la comparaison entre le changement de sexe et le perçage d'oreilles, c'est pareil, c'est pareil. C'est vraiment incroyable. Titre du Monde qui a soulevé un peu notre attention, les électeurs républicains partagés entre la tentation Rassemblement National et le recours à La République En Marche. Résister à la tentation, et puis alors aller vers le recours, la lumière LRM. C'est encore un article de propagande, quoi. Oui, d'accord. Oui. Alors Le Monde qui était aussi au cœur de l'actualité médiatique cette semaine, puisque l'entreprise Total a coupé les pubs au journal Le Monde après une publication d'un article, Birmanie, comment Total finance les généraux à travers des comptes offshore, donc coupure de pub qui a inquiété la presse. Oui. Alors, je rappelle deux choses. D'abord, les annonceurs de publicitaires exigent que le support publicitaire ne diffuse pas de l'information contraire aux intérêts des annonceurs, premièrement. Deuxièmement, Le Monde, là, il est malheureux, Le Monde, mais enfin... Je rappelle que quand une série d'entreprises ont déclaré qu'elles allaient boycotter la publicité à CNews au prétexte qu'il y avait Zemmour dans une émission, là, curieusement, ça n'a pas gêné ni Libération ni Le Monde. Donc, il faut être sérieux. Être sérieux. Ça prouve en fait qu'il ne faut pas être prisonnier de la publicité. C'est le cas de TV Liberté. C'est le cas de TV Liberté. Donc, ce qui est une très bonne chose. Autre
Phénomène médiatique cette semaine, c'était 40 ans après l'élection de Mitterrand, le retour des éléphants du Parti socialiste sur tous les plateaux. On a eu Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve, Jean-Marc Ayrault, Édith Cresson qui étaient sur les plateaux. Ouais, enfin c'est plutôt le cimetière des éléphants, si je puis me permettre. Ouais. Alors, je vois que M. Jospin dit les idées de gauche ressurgissent. Alors, M. Jospin, il devrait lire quand même le sondage Opinionway, qui est paru au mois de mai, il n'y a pas longtemps, qui a été réalisé en France, en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne, pour voir l'évolution de l'opinion. Et ce sondage montre que la majorité des habitants de ces pays, qui représentent quand même une part non négligeable de l'Europe, est en train de se définir aujourd'hui par rapport aux valeurs de droite et non pas du tout par rapport aux valeurs de gauche. Donc quand M. Jospin dit qu'il voit retourner l'esprit de 1981, on ne doit pas habiter dans la même planète, mais ça j'en suis sûr. En tout cas, ils étaient sur tous les médias. Il n'y avait pas de traitement trop contradictoire ou trop c'était négatif quand quant même un à Mitterrand. anniversaire en demi-teinte. Globalement, aujourd'hui... les années Mitterrand sont maintenant très loin. Quand même, les plateaux leur étaient ouverts. Ah bah bien sûr. Alors, un tweet d'un journaliste du Figaro, Guillaume Point, qui aurait pu imaginer il y a encore 10 ou 15 ans qu'un professeur serait décapité à la sortie de son collège, que des fidèles seraient tués dans une église, qu'une policière serait égorgée dans son commissariat, qu'une femme serait brûlée vive en pleine rue. Oui, qu'il l'aurait dit. Enfin, il y en a quand même qui l'ont dit, je rappelle. Ils ont été diabolisés. Ouais. Il y en a qui le disent aujourd'hui, c'est les chrétiens d'Orient, qui disent « Nous avons été le hors-d'œuvre, vous serez le plat principal. Ouais. » Et ils disent « Ce que nous, on a vécu, vous êtes en train de le vivre. » En tout cas, c'est incroyable qu'ils se posent la question, surtout journaliste au Figaro. Oui. Il y a quand même des gens qui le disaient il y a 10-15 ans, voire même avant. Même bien avant. Donc c'est vraiment hallucinant. Il y a des gens qui sont toujours aujourd'hui interdits de publier dans les colonnes du Figaro. Oui, mais il ne faut jamais avoir raison avant les autres en France. Jamais. C'est vrai, il faut juste un tout petit peu avant, mais pas beaucoup plus. Jamais. Quand le drame arrive, il faut pleurer. Ah mon Dieu, que c'est... Ouais. Voilà. Alors, un coup de chapeau assez inhabituel, un coup de chapeau à Laurent Ruquier, et on va regarder la vidéo tout de suite, ça vaut le coup d'œil, c'était sur le plateau de Quotidien. Il y en a marre de cette, non pas dictature, parce que moi, c'est un mot que je n'emploie pas, on n'est pas en dictature en France, mais de cette hystérie médiatique sanitaire. Voilà ce qu'on vit et ce qu'on a vécu depuis un an. Et puis, on le vit encore. On voit encore qu'aujourd'hui, il y a des médecins, et on les voit tout le temps là. C'est absolument hallucinant. Et ils sont là à nous dire, là encore aujourd'hui, ah mais non, il ne faut pas cet été, il faut faire très attention. Je trouve ça pas possible. Je trouve que les médias, vous compris, TF1, France 2, ma chaîne, RTL, tous les médias ont été trop politiquement corrects et ont suivi Olivier Véran et M. Delfrécy comme des petits chiens. Le maréchal Véran, vous dites? Oui, le maréchal Véran, oui, parce que tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Cette dictature, attention, de la peur, celle-là, je ne la comprends pas, je ne la supporte pas. Non, mais il est très bien, M. Ruquier. C'est très bien ce qu'il dit. Pour une fois. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Et c'est amusant ce qu'il met en accusation. Alors, il fait une petite nuance entre la dictature de la peur et qu'il ne faut pas utiliser le mot dictature. Bon, mais enfin, qui est-ce qui sème la peur? C'est quand même les médias. Bon, donc, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement identifié en plus que les médias, c'était la courroie de transmission auprès du grand public de... il a dit ils ont fait trop de politiquement correct. Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire quand même. C'est ça. Bon, bref. En tout cas, ça va trop loin même pour Laurent Ruquier. C'est bien pour rentrer, c'est bien. Alors Laurent Ruquier, qui a malheureusement été dans la même semaine l'animateur d'une émission Les 100 ans de la radio, tournée donc en direct avec... une pléthore d'invités prestigieux liés au monde de la radio. Et problème, l'un des invités, Yves Calvi, était en fait positif au Covid-19. Résultat, les matinales le lendemain matin étaient évidemment décimées puisque tout le monde était cas contact. Ouais. Et oui, faites ce que je dis et pas ce que je fais. C'est-à-dire les grands donneurs de leçons sont eux-mêmes pris au piège, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Rappelez-vous les affaires des déjeuners secrets dont bénéficiaient un certain nombre de responsables médiatiques. Notamment dans BFM TV. Voilà, donc très bien. Voilà, oui. Qui a tué par l'épée périra par l'épée. Et si on est convaincu que la catastrophe sanitaire, que la maladie est une catastrophe sanitaire, on ne prend pas généralement ce genre de... on ne fait pas ce genre d'émission avec l'irrespect des gestes barrières. Donc je sais que ça ne doit pas être si grave que ça, pour eux en tout cas.
Passons au deuxième sujet, silence médiatique sur la déconstruction de l'État. Il y a un sujet dont les médias ne parlent quasiment pas, c'est celui de la fin du corps préfectoral. Et Michel Geoffroy, ça peut être inquiétant. Oui, alors déjà, en pleine crise sécuritaire, annoncer urbi et orbi qu'on va supprimer le corps préfectoral, dont la sécurité publique est une des missions, entre autres, c'est déjà un peu bizarre. Quoi qu'on pense des préfets par ailleurs. D'accord, mais enfin bon, c'est quand même un des corps de l'État. Alors, vous avez vu que M. Macron a célébré un peu du bout des lèvres le bicentenaire de la mort de Napoléon, mais justement, il annonce la destruction d'une institution créée par Napoléon, qui est le corps des préfets. Quel symbole. Ouais. Alors, oui, c'est frappant, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. On a beaucoup parlé à un moment donné de la suppression de l'ENA, ça c'était un sujet médiatique, ça plaisait au patronat, donc très bien. Donc les médias ont fait un peu leur chou gras là-dessus. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, bien plus dangereuse à mon sens, c'est ce qui est en train de se passer depuis un certain temps. Alors, ça ne date pas de 2017, mais ça s'est accéléré en 2017. C'est tout simplement la déconstruction de l'État tel que nous le concevions en France. Alors il y a plein de mesures qui sont déjà en œuvre, les annonces de fusion des corps, de quasi-disparition des corps techniques, la réforme des administrations financières, mais surtout il y a une réforme dont on n'a absolument pas parlé, et qui est une révolution, qui a été introduite par un certain nombre de décrets de décembre 2019, et qui prévoit tout simplement de remplacer les fonctionnaires titulaires, alors dans les emplois de direction de l'État, mais ensuite dans l'ensemble des fonctions publiques, il y en a 3, je rappelle, fonctions publiques, il n'y a pas que l'État, par des contractuels. Ça veut dire qu'on fait disparaître les statuts des fonctionnaires. Alors c'est présenté très gentiment, c'est une modernisation, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est drôlement bien. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de la modernisation de l'État, on voit le résultat aujourd'hui, en France notamment, notamment sur le front sécuritaire. En fait, c'est une déconstruction. C'est une déconstruction. Et Macron, le déconstructeur, quoi, finalement. C'est une déconstruction qui est importante. Je rappelle quand même que c'est quand même l'État qui a fait la France. La France, elle n'a pas été créée par le doux marché, n'est-ce pas, et le libre-échange. Elle a été créée par les rois, par les intendants, par les gouvernements, par les préfets aussi, enfin je veux dire tous les administrateurs, les ingénieurs. C'est eux qui ont fait la France. C'est l'administration publique qui a fait la France sur des tas de sujets. Donc ce n'est pas neutre de s'attaquer à cet instrument. D'autre part, plus on privatise l'État, parce que c'est derrière ça, c'est la privatisation. Oui, c'est ça en fait. Plus on banalise l'État, moins l'État est fort. Aujourd'hui, la disparition des corps techniques fait qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, l'État ne peut plus agir, il n'a pas les moyens, pas la compétence. On l'a vu sur le Covid. Alors, nous avons effectivement eu l'exemple du Covid, mais il y a plein d'autres exemples. Aujourd'hui, c'est les banques qui conseillent des administrations sur des montages financiers parce qu'on n'est plus capable de le faire. Donc c'est ça qui est grave. Et puis enfin, surtout, je pense que ce qu'il y a derrière, c'est la fin d'un principe fondamental qui date de Napoléon, c'est la neutralité de l'État. Alors, on critique, évidemment, il est facile de critiquer les statuts qui seraient trop protecteurs, etc. C'est pas faux, ça protège les fonctionnaires. Mais il faut surtout comprendre que ça protège les Français. Alors, un contractuel, c'est pas pareil qu'un fonctionnaire statutaire. Un contractuel, c'est quelqu'un qui est dans la main de celui qui l'a, j'oserais dire, acheté, de celui qui lui a donné un contrat. Il est dans la main de celui qui lui a donné un contrat. Et donc, il est de fait prisonnier un peu de cette situation fragile. Je pense que beaucoup de Français savent ce que c'est que d'avoir un contrat à durée déterminée. C'est pas évident. Bon, donc, c'est ça qui est derrière. On veut transformer les fonctionnaires en militants politiques. C'est extrêmement grave. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et je suis frappé, moi, du fait que cette révolution n'est quasiment jamais abordée dans les médias, quasiment pas abordée par les partis politiques institutionnels. Et même les syndicats sont d'une grande discrétion sur ces sujets. Donc il faut faire très attention, il faut suivre ça. Et donc il est très emblématique
d'annoncer la destruction du corps des préfets. Je veux dire, les corps des préfets, c'était un instrument de public, hein, c'était un instrument de l'État et du gouvernement d'ailleurs. Et donc c'est vraiment paradoxal aujourd'hui, alors qu'à l'évidence, il y a une crise générale de l'autorité de l'État et de la capacité de l'État à mener à bien ses fonctions régaliennes, on les déconstruit en permanence. Et non, il n'y a pas photo. Hein. Donc demain, les commissaires de police, on pourra les recruter sur le marché. Hein, on est dans un système qui va devenir le spoil system américain, dont je ne pense pas que ça soit un progrès. Et donc c'est pour ça qu'il nous paraissait important d'en parler aujourd'hui dans cette émission. Surtout que les médias n'en parlent pas et la désinformation par occultation, c'est un axe fondamental de la propagande. Oui, complètement. Mais en tout cas sur ce sujet... Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Circuler. Puis même on va dire, c'est bien, vous voyez, on s'attaque au préfet. Alors les gens vont dire, les gilets jaunes qui ont été matraqués, ils vont dire, ça c'est bien fait. Et ils n'auraient pas forcément tort de penser ça au premier regard. Ils ne se rendent pas derrière, il y a d'autres implications dangereuses. C'est la déconstruction, c'est la privatisation générale, c'est la déconstruction faite par Macron. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel Geoffroy, merci à vous d'avoir pris le relais. Merci Nicolas. On a assuré le service public. Vous voyez, si ces réformes arrivent au bout, il n'y aura plus de continuité du service public. Toujours sur TV Liberté, quoi qu'il en soit. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Et chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine.